Déjà, vendredi est le plus avantageux, c'est qu'il s'agit d'un long week-end avec une dernière longue fin de semaine de l'été. Bienvenue à ce bulletin d'information sur TVC9 et Témis TV. En manchette, les Kipawais et Kipawaises joignent les Témiscamiens pour que le CISAT leur dise pourquoi leurs médecins ontariens les abandonnent. Je ne sais pas si c'est parfaitement bien, je ne veux pas mettre toi sur le spot ce soir, mais je vais le dire. Il commence ton devoir. Parce que ce soir, on parle. Je ne suis pas tout le temps un homme qui juste parle fort, mais un homme d'action. Oui. Et je pense que ça va prendre l'action aussi. Au bureau de mon spécialiste, c'est que la lettre est arrivée en plein été pendant les vacances et c'était très froid, très impersonnel, provenant d'un milieu que ça fait 40 ans qui cohabite et qui collabore. Il y a un conducteur de Duhamel-Ouest qui est pris en grand excès de vitesse et 25 ans d'action et de fierté pour l'Observatoire qui est fameux en développement régional. Les actrices et acteurs du développement régional se réunissent dans quelques jours. Ensemble, ils célébreront 25 ans de veille, de partage, de connaissances, de partenariats et de projets porteurs pour le développement régional. Une étape marquante, marquée par un 5 à 7 festif et rassembleur au Petit Théâtre à Rouyn-Noranda. Partenaires, collaboratrices, collaborateurs ainsi que toutes les personnes engagées dans le développement régional vont se réunir le 17 septembre. Ce sera l'occasion de retrouver et de mettre en lumière les personnes et les idées qui ont façonné l'Observatoire au fil du temps et jetteront avec vous un regard vers l'avenir. Désireux de bien organiser l'événement, les collaboratrices habituelles ont besoin de connaître les liens vous rattachant à l'Observatoire, cet organisme dirigé par Marina Connelly et Josiane Betty, vous invite à vous inscrire en complétant un formulaire requis et offert sur le site de l'Observatoire. Vous pouvez partager, si vous le souhaitez, un mot, une anecdote ou un souvenir qui pourrait être mis en valeur lors des préparatifs aux festivités et évidemment lors de la soirée. Les gens de Témiscamingue et de Kipawa ont été conviés de rencontres publiques sur l'accès aux soins de santé dans leur ville. Ça a eu lieu hier, jeudi, 19h à la salle Frank Duttery de Témiscamingue jusqu'à tard, 23h. Les maires Normand Young de Kipawa et Alain Gauthier de Témiscamingue ont demandé au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue d'expliquer à leurs citoyens pourquoi leur organisation refuse dorénavant de payer les médecins ontariens qu'ils consultaient dans les dernières années et même décennies. La Régie de l'assurance maladie du Québec ne payant plus pour leurs services, les spécialistes de l'Ontario ont avisé les patients qu'ils devront se faire soigner ailleurs au Québec et surtout pas dans leur clinique. TV Témis qui était de cette rencontre, voici un résumé de 4 heures de réunion, des extraits captés pour vous sur place. On rappelle que c'est depuis 2012. J'étais dans la même salle avec la même population de Témiscamingue et Kipawa. On a parlé fusion, corridor, Ontario, Québec, banque de docteurs, une ambulance. On a discuté tout ça. On discute ça encore ce soir. Si on voudrait avoir du champ, c'est pas parler avec nous autres. Je pense que attendu toute la population. On est plein de notre casse. On va dire ça en bon français. Quand j'ai parlé avec eux autres, mardi soir, j'ai demandé à toi, Madame Leroy, de commencer les démarches. Parce que la municipalité de Kipawa, et j'espère la ville de Témiscamingue, va passer avec les autres, et on va travailler ensemble pour rencontrer M. le ministre de la Santé pour venir arranger les affaires ici à Témiscamingue, Kipawa. Je ne sais pas si c'est parfaitement bien, je ne veux pas mettre toi sur le spot ce soir, mais je vais le dire.
commence ton devoir. Parce que ce soir, on parle. Je ne suis pas tout le temps un homme qui juste parle fort, mais un homme d'action. Oui. Et je pense que ça va prendre l'action aussi. Bien sûr, Impliquez-nous pas. Pointe les doigts entre les docteurs d'Ontario et les docteurs de Québec. C'est pas notre rôle, ça. On va avoir une bonne relation avec nos voisins en Ontario et nos docteurs en Ontario. Ça. C'est pas bien c'est les autres, c'est Québec, c'est ci, tout ça. Travaille ensemble et régler ce problème. Merci beaucoup et merci à la population de Témiscamingue. Bonjour, parce qu'on s'est parlé il y a 2 jours. J'ai entendu plusieurs choses ce soir. Je veux remercier mes citoyens. Félicitations pour votre courage à travers ça. L'échange a été quand même pas mal respectueux à date. J'ai entendu plusieurs choses. J'ai constaté plusieurs choses. La plupart a été dit ici. J'en ai entendu, ben, j'ai la chance d'être impliqué. Mais j'ai entendu des choses comme... J'ai pu comprendre des choses comme une grande partie de la justification, même si ce n'est pas l'entièreté de la justification, c'est 250 000. J'ai entendu qu'il n'y a pas eu de consultation. J'ai entendu qu'il n'y a pas eu de transition. On a remarqué dès les premiers jours, 3, 4, 5 août, des citoyens pris au dépourvu, en désarroi, en détresse. J'ai demandé dès les premiers jours que des ressources supplémentaires soient dépêchées à Témiscamingue par le CISAC pour rejoindre ces gens-là, les aider. À ce jour, il y a de ces demandes-là qui sont sans réponse ou qui ont été refusées. Ce soir, j'entends que demain, il va y avoir un courriel, un numéro de téléphone, prendre en charge. On est 30 jours après le 1er août, on est 90 jours après le 6 juin, la date où les médecins ont reçu la lettre. J'ai entendu que certaines personnes, Daniel vient de le dire, qui avaient prévu la catastrophe que ça allait causer. Il y en a qui ne l'ont clairement pas prévu, même s'il avait été averti avant le 1er août et qu'il aurait pu faire marche arrière. On a aussi entendu qu'il n'y a pas eu de pression de plus haut. On a entendu qu'il y a encore moins eu de directives, puis que si ça se fait à refaire, on ferait les choses différemment. On a la chance, j'ai la chance, d'être en contact depuis 1 semaine et demie avec le cabinet. On va faire ce qu'on a à faire pour régler la situation au mieux pour notre population. L'aide arrive un peu tard. Ce qui ferait du bien à moi, ça serait de partir de chez nous en ayant entendu pour notre population des excuses. C'est ma seule question. C'est ma seule question. Au bureau de mon spécialiste, c'est que la lettre est arrivée en plein été, pendant les vacances, et c'était très froid, très impersonnel, provenant d'un milieu que ça fait 40 ans qui cohabite et qui collabore. Je ne sais pas si pour vous, une relation de couple, après 40 ans, tu mets fin à ça avec une lettre froide et d'un coup sec, la relation n'existe plus. Malheureusement, ce n'est pas le côté humain que vous parlez depuis tout à l'heure. Deuxième chose, vous parlez du 250 000 $. Est-ce que dans le 250 000 $, vous avez considéré toutes les personnes qui vont se ramasser dans des situations plus critiques qu'actuellement, si elles n'ont pas de suivi, si elles n'ont pas leur chirurgie, si elles n'ont plus de médecins rattachés à leur dossier, si elles tombent sur une liste d'attente ou tout simplement parce qu'elles ne sont pas capables de se déplacer à Val-d'Or ou à Rouen ou à Amos pour avoir leur suivi, peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Moi, j'ai attendu 7 ans pour avoir un gastro-entérologue. Je vais-tu attendre encore 7 ans pour en avoir un à Val-d'Or? J'espère que non. Sinon, le cercueil peut arriver plus vite que prévu. Merci.
Allons sur la scène policière vers 5h45 du matin, jeudi. Il y a un policier, un inspecteur du poste de la ville de Rouyn-Noranda qui a capté au cinémomètre un véhicule circulant en grand excès de vitesse sur l'avenue Québec près de la rue Tachereau à Rouyn-Noranda. Le conducteur qui a été capté en excès de vitesse, grand excès de vitesse, il roulait, imaginez-vous, 140 km/h dans une zone de 50. C'est presque 3 fois la vitesse, ça. Le conducteur, un homme de 39 ans qui est de 18 pour ça qu'on vous en parle. Il a reçu un constat d'infraction, une ticket de 1761 $ et a perdu 18 points d'inaptitude. Les points appelés aussi de démérite. Soyez-en sûrs, il ne peut pas conduire d'ici le 4 septembre. Son permis de conduire suspendu pour 6 jours. La SQ rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de toutes ces collisions mortelles survenues sur les routes du Québec. La distraction aussi, la stratégie en sécurité des réseaux de transport d'ici 2026, c'est la vie humaine au cœur de nos actions et ça a là pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréatifs touristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes. Partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation sous l'acronyme PIST par la SQ et ses partenaires pour collaborer, pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d'eau plus sécuritaires. En culture, le FME reçoit 395 000 $, une somme d'argent évidemment nécessaire pour présenter ce festival de musique actuelle qui est en cours. La Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, qui octroie donc 264 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels. Le ministère du Tourisme, lui, 129 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. L'événement a lieu jusqu'au 31 août, accueillant à la fois des artistes d'ici et d'ailleurs. Le FME a pour mission de favoriser la diffusion du talent des artistes de la relève en leur offrant une vitrine pour faire découvrir leur musique. Avec une programmation variée, le festival doit plaire à tout type de mélomanes en proposant des spectacles jour et nuit à la fois sur les scènes extérieures et en plein air. Selon le ministre de la Culture et des Communications, responsable de la jeunesse et de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, et on le cite, la 23e édition du FME s'annonce électrique, tout autant que les précédents, dis-je bien. Le festival contribue au rayonnement de la culture québécoise en soutenant l'émergence de nouveaux talents et en favorisant la diffusion de leurs œuvres ici comme à l'international. Il invite chaleureusement le public à être de cette découverte du savoir-faire de la relève musicale. Et pour la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue fait partie des événements qui enrichissent notre offre touristique et font rayonner le Québec comme destination de choix. L'occasion pour les visiteurs de découvrir à la fois la beauté de la région et le talent des artistes de la relève. En justice, une nouvelle juge est nommée en Abitibi-Témiscamingue. Le district judiciaire de l'Abitibi et du Témiscamingue qui s'enrichit de la nomination d'une nouvelle juge. Le cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, y annonce la nomination de Mme Geneviève Lamontagne comme juge de la Cour du Québec. Juge Lamontagne qui détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. L'honorable dame a été admise au barreau en 2010. Elle a commencé sa carrière au sein du directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2018, elle exerçait sa profession comme procureure en chef adjointe et elle occupera principalement ses fonctions aux chambres criminelles et pénales de la jeunesse et subsidiairement, dis-je bien, la chambre civile à Amos.
Déséquilibre fiscal, 4 réponses sur 22 demandent les chambres de commerce de l'Abitibi-Témiscamingue qui joignent leur voix à celle de la conférence des préfets de la région. Vous vous souvenez de les avoir entendus, hein? Leurs membres aux chambres qui dénoncent fermement le silence du gouvernement du Québec à la suite de multiples demandes de rencontres portant sur le grave déséquilibre fiscal qui freine le développement de notre territoire, disent-ils, malgré l'envoi de 22 demandes formelles au ministère, à Hydro, au chef des partis provinciaux et au premier ministre lui-même, François Legault. Il y a seulement 4 réponses qui sont revenues. Selon les gens d'affaires, cette absence de dialogue démontre un manque flagrant de reconnaissance des enjeux économiques spécifiques de l'Abitibi-Témiscamingue. Selon le président de la Chambre de commerce à Rouyn-Noranda, Stéphane Brown, ce silence confirmerait malheureusement que la région est traitée de façon inéquitable malgré sa contribution majeure à la prospérité du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue contribue de façon exceptionnelle à la prospérité du Québec. Pourtant, nos entreprises et nos communautés, dis-je bien, se heurteraient trop souvent à des portes closes. Notre réalité, c'est celle de territoires vastes, éloignés et peu densément peuplés. Malgré ces défis, nos entreprises font preuve d'une résilience et d'une créativité remarquables. Or, l'absence de mesures adaptées de la part du gouvernement nous oblige à fonctionner avec des outils inappropriés à notre contexte. Il est urgent que Québec reconnaisse nos particularités régionales et intervienne concrètement pour soutenir le développement durable de nos communautés, dit Karine Bernèche, qui est coprésidente de la Chambre de commerce Témiscaming. Le Témiscamingue ne peut pas être considéré comme une grande ville du Sud. Ici, chaque kilomètre parcouru a un coût. Chaque entreprise joue un rôle essentiel dans l'économie locale et chaque citoyen contribue à la vitalité de la région. Maintenir un modèle mur à mur qui ignore l'éloignement et la faible densité, c'est condamner nos entrepreneurs à compétitionner en désavantage permanent. Québec qui doit agir maintenant pour rétablir l'équité. Renchérit Véronique Gérard, qui est aussi coprésidente de la Chambre de commerce Témiscaming, rapporte la firme Aviseo. En avril dernier, vous vous en souvenez, révélait que notre région a reçu 893 millions de dollars et 1049 millions de financement gouvernemental en 2023, alors que les entreprises privées de la région ont généré à elles seules 1,7 milliard de dollars, déséquilibre fiscal qui se situe entre 666 millions et 822 millions, une injustice économique qui doit être rapidement corrigée. Les membres disent soutenir la demande des préfets d'avoir enfin des programmes gouvernementaux adaptés aux réalités rurales et nordiques qui tiennent compte de la faible densité de la population, de l'éloignement géographique et des enjeux structurels propres à la région. Le modèle mur à mur qui ne convient pas à l'Abitibi-Témiscamingue. Nous appuyons également l'appel à désigner un représentant ministériel issu de la région, impératif que la région ait une voix forte et enracinée à la table des décisions. Les chambres de commerce de la région qui appellent à une réponse immédiate du gouvernement. Selon eux, il est temps d'ouvrir le dialogue et de prendre des engagements concrets pour rétablir l'équité régionale, soutenir nos entreprises et assurer un développement durable fondé sur la reconnaissance de nos contributions économiques. Il y a 3 cégeps, dont le Collège de l'Abitibi-Témiscamingue, qui vont offrir dès l'an prochain la formation nécessaire au travail technologique destiné au domaine minier. L'offre de nouvelles formations aux entreprises de l'INMQ, on en parle avec la présidente de l'Institut national des mines du Québec. Cette semaine, l'Institut national des mines a annoncé une collaboration avec notamment les cégeps, celui de l'Abitibi-Témiscamingue y est inclus. Racontez-moi quelle est cette nouvelle aventure. Ça me fait bien plaisir de vous raconter cette magnifique aventure, effectivement. Tout a débuté, je vous dirais, à la fin de 2023, où nous avons entendu vraiment un cri
de l'industrie, de certains acteurs de l'industrie minière qui ont tous, vous savez, la majorité des mines maintenant ont une salle de contrôle à l'intérieur de leurs opérations. Et les mines en devenir vont toutes en avoir aussi. Donc, on entendait vraiment l'appel qui disait qu'il n'y avait pas de formation qui était existante, là, une formation qualifiante pour former les techniciens en salle de contrôle. Alors, on s'est tout de suite mis à l'œuvre. En 2024, on a travaillé justement en collaboration avec les acteurs de l'industrie, mais on a aussi travaillé avec les acteurs de l'éducation pour essayer de déterminer le profil de compétences qui était requis, quelles étaient les compétences que l'industrie recherchait pour établir une formation ultérieurement. Alors, c'est ce qu'on a déterminé. Dans un premier temps, on a vu que c'était une formation de niveau collégial qui était nécessaire. Et on a élaboré l'année dernière le profil de compétences. Et là, ce qu'on a lancé cette semaine, c'est vraiment le début de la création de la formation, une attestation d'études collégiales. Et on a décidé de travailler en partenariat avec les 3 collèges qui offrent technologie minérale, ce qui est une première en soi, de faire travailler 3 collèges qui offrent la même formation ensemble. C'est une extrêmement belle collaboration que nous avons avec les 3 collèges. C'est vraiment extraordinaire de travailler comme ça avec les 3 collèges. Il y a d'autres industries qui, avec le temps, vous l'ont dit, on veut travailler dans le domaine minier. Maintenant, vous leur donnez l'outil nécessaire. Exactement, on donne les outils nécessaires pour que les gens soient compétents et formés pour travailler dans une salle de contrôle minière. Et vous savez, c'est sûr que ça prend des gens d'expérience qui connaissent surtout sous terre comment ça se passe pour être en mesure de bien gérer à la surface les opérations minières sous terre, mais aussi on sait qu'il y a des opérations aussi à la surface, hein. On a des mines à ciel ouvert. Mais aussi, ce qu'on veut, c'est des gens d'expérience qui vont pouvoir se former. Je pense notamment au secteur de la foresterie. On sait que des fois, c'est plus difficile. Ces gens-là aussi travaillent sur des appareils contrôlés à distance. Donc, ce seraient des gens avec expérience que nous pourrions aller chercher pour amener dans l'industrie minière. L'industrie a un besoin, on l'a vu à la conférence de presse, le directeur général notamment du Centre intégré des opérations de la Mine-la-Ronde disait qu'il y avait vraiment besoin d'embaucher des personnes compétentes. Donc, cette formation-là va permettre d'aller chercher des gens qui vont être très, très bien formés. Madame Chano, ça commence quand, cette formation? Nous souhaitons qu'elle commence à l'automne 2026. Les travaux sont commencés, donc on devrait être en mesure de livrer la formation avec la collaboration des cégeps, évidemment, au printemps 2026. Et on va commencer le recrutement rapidement, puis on aimerait beaucoup développer une première cohorte, en fait, sortir une première cohorte là, à l'automne 2026. Ben, merci d'avoir participé à ce court entretien. Ce fut fort agréable. Mais je vous remercie, ça me fait plaisir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au Sport Stafford, que ça se passe le week-end de la fête du travail. Les Cavaliers, après, évidemment, gig, ben, sont de retour sur leur monture ce soir, samedi et dimanche. Amusez-vous. Surtout qu'on sait qu'il n'y a pas que les chevaux qui se défoncent, les motocyclistes aussi. Bonne compétition à tous. Voilà, c'est tout. Merci d'être à l'écoute, mais surtout de plus en plus actifs avec nous sur le terrain. On aime ça. On aime votre implication dans la communauté et auprès de votre télé communautaire à journaliste@commercial-tmis.tv. Vous nous écrivez et nous y serons. Au revoir.